Khabib Nurmagomedov aurait-il perdre son zéro qu'il a gardé jusqu'à sa fin de carrière? Le Brésilien Gleison Tibau a-t-il battu le Russe en juillet 2012 à Las Vegas? Pour son 23e épisode, Jab Culture remet sa perruque de juge pour rejuger le combat Gleison Tibau, Khabib Nurmagomedov. Générique. Aldric, je blaguais pas quand j'ai dit qu'on mettait nos perruques de juge. On a le marteau, on a la perruque. Mais pourquoi toi tu ressembles à un juge et moi à un mec de Californie? J'ai l'impression de Zach Morris, tu sais, dans la série là. Ça va avec ton style. On remercie Maxime, qui est un auditeur de Jab Life et qui en voyant je sais pas trop si je le remercie. Notre miniature nous a directement dit mais c'est pas bien de faire un photomontage. Il nous a envoyé les vraies perruques pour notre série. On a rejugé. Très bien. T'as vu? Mais Alex, moi je te jure, ça te va. Plus ça fait 20 ans moi que j'ai pas eu de cheveux, donc je redécouvre quelque chose. Là, je t'imagine sur une terrasse au Marais. Je te trouve fabuleux, absolument. Donc en tout cas, voilà, nos auditeurs sont incroyables. Donc on aura le perruque de juge, on va les enlever pour tout le podcast parce que je peux pas parler avec toi comme ça. Voilà, Aldric comme ça pendant 1h30, ça va être compliqué. Par contre, on garde les marteaux, comme ça on jugera tous les rounds et on les remet pour donner notre verdict final. Ce sera chaque fois la tradition maintenant dans notre série. On a à rejuger, on enlève ses perruques. Bon, Aldric, je te retrouve avec le bonnet quand même. Ça fait plus Aldric Cassata, ouais, quand même. Mais on la remettra pour juger à la fin ce Gleison Tibau, Khabib Nurmagomedov qu'on a pris, bien sûr, puisqu'on est la semaine, on rappelle, de l'UFC 322 avec Islam Makhachev qui va tenter de faire ce que Khabib n'avait jamais fait, aller chercher la 2e ceinture en welter contre Jack Della Maddalena. Parlant de cette KT, t'as vu que Bonfim est passé 10e après la semaine dernière? Ouais. J'ai vraiment hâte de l'épisode Matchmaker sur celle-là. La KT, elle est folle. Tu regardes le top 10, c'est fou. C'est le meilleur top 10 à l'UFC en ce moment. Et j'ai bien aimé aussi la déclat de Padilla. Je sais pas si en parlant de... Alors là, je parle de l'autre Bonfim. T'as vu, il a mis un petit tacle un peu dur à Pitbull. En parlant du cas Keita, et parce que tu as vu, c'était 5 livres hein, quand même. Ouais. On n'a pas parlé dans l'émission, donc j'en profite en même temps parce qu'il y avait beaucoup de choses à revoir. Il a dit, mais un fighter, on n'annule pas un combat pour 5 livres. Alors ça se discute, je suis pas totalement d'accord. Là, il fait le malin parce qu'il a gagné, il est content, et il a fait un très très beau combat. Et je pense que Padilla, c'est vraiment un mec rough, tu vois. C'est vraiment un mec, cette dimension-là, il s'en fiche. Mais il y aurait beaucoup à parler de ça aussi. Parce que 5 livres, c'était quand même beaucoup. Il s'est bien planté, hein, quand même, le petit frère Bonfim. Ah ouais. Mais le grand est passé 10e, t'as raison. Non, on est d'accord. De toute façon, on va parler dès la semaine prochaine dans Jab Culture de diète, de kilos en trop ou en moins, avec Vincent Dutili, puisqu'il sera avec nous dans ses studios Ricordia à Nice. Super content de le faire avec lui, ce podcast. Et pour finir sur Islam, t'as vu qu'il a parlé de Kamaru Usman en première défense, s'il prend la ceinture. Donc tu te rappelles, quand on en avait parlé, on avait fait la comparaison avec Khabib, on a dit on n'a pas eu Khabib Kamaru, on aura peut-être Islam Kamaru. Kamaru est moins prime qu'à l'époque. Islam, il va tous les chercher. On peut pas lui retirer ça, tu vois. Non, ça c'est clair. Et ça sera un combat très sympa pour le coup. Parce que Kamaru est toujours dans ce top 5. Hein, en fait, il avait disparu, mais depuis la blessure de Shafkat, on voit quand même qu'il fuit un peu Brady, hein, quand même. Parce qu'il pourrait dire quand même, là, si Brady s'impose contre Léon, non. Et on n'en parle pas de Brady parce que le match-up est quand même pas super. De toute façon, on verra ce qui va se passer ce week-end à New York parce qu'avec les 3 gros combats de cette KT, ça va peut-être changer des choses. Il y aura peut-être quelqu'un qui va un Brady, par exemple, s'il fait une grosse perf contre Morales, qui va être incontournable. Enfin, on verra bien ce qui va se passer lundi dans Aldric NRB. On vous débriefe bien sûr tout ça. 2 petites infos avant qu'on passe au Khabib Tibau. 2 petites infos et on parle de Mokaev au début ou à la fin? Juste après Mokaev. Okay. D'abord, je voulais te faire un suivi. Tu connais mon suivi des règles et des choses sur ce qui se passe en ce moment. On va dire dans les coulisses à ce niveau-là, et le suivi de Ante Delija, qui avait fait son époque contre Waldo Cortés Acosta, puis Cortés Acosta reprend le KO. On vous avait expliqué toute cette séquence qui, dans les procédures, n'ont pas été respectées. Enfin, c'est un bordel sans nom par rapport aux règles du replay exact, comme elles sont marquées au Nevada. Donc, que vous sachiez, mais l'équipe de Delija a fait vraiment une plainte officielle auprès de la commission du Nevada, mais le responsable de la commission du Nevada lui a répondu déjà, avant même que ce soit étudié, en disant il y a très peu de chance, ça va pas passer, en gros, il lui a expliqué. Donc ils expliquent bien qu'en effet, dans les règles unifiées, comme je l'avais dit, l'instant replay ne peut être que pour une séquence de fin de combat, mais que dans les règles, et ça je l'avais précisé aussi la semaine d'après, donc du Nevada, il y a une phrase exacte, donc ils sortent la phrase exacte que j'avais pas retrouvée pour une raison, c'est qu'en fait, quand tu cliques sur tous ces liens, ils marchent plus. Je sais pas s'il y a un problème sur le site de la commission du Nevada, mais tu n'as plus accès à cette règle-là écrite, donc j'ai pas de preuve physique qu'elle existe, mais je vais le croire. Hein. Il dit que dans la règle, il y a donc écrit maintenant que l'arbitre peut faire un replay vidéo avec des représentants de la commission à n'importe quel moment avant l'annonce du vainqueur du combat. Elle me plaît beaucoup, cette règle. Donc avant que Bruce Buffer, même juste avant qu'il dise, t'as le droit jusque-là selon sa règle à lui. Le problème, on l'avait dit, c'est qu'il n'y a aucune procédure qui a été respectée parce qu'il arrête le combat.
c'est très flou à Mais ce je t'ai dit, niveau-là. Alex, moi, ça me choque pas. Non, je te dis, mais bricolés. Oui. C'est flou. Moi, cette règle, elle les protège. Ouais, exactement. Mais quand je dis bricoler, c'est pas bricoler, c'est aller à la recherche de la vérité, tu vois. C'est comme ça que ça doit se faire un combat. On peut pas rester sur de la formalité. Je veux dire, aujourd'hui, et c'est pareil pour n'importe quel sport, foot, basket, tu te sers de la vidéo, tu vas au bout des choses. Et on voit, et derrière, tu bricoles. Là, il y a Hypoc, on annule le KO. Est-ce que tu veux reprendre? Oui, tu reprends. Ben voilà, tu vois, il a joué sur tapis vert un peu son truc. Hein. Ouais, totalement. Il aurait pu aussi se reprendre un deuxième KO en vrai. Il a gagné, tant mieux. Mais je pense qu'il faut les laisser comme ça parce que moi, j'ai un sentiment de protection là-dedans. Je me dis, il peut pas y avoir de dinguerie parce qu'il regarde à la vidéo, tu vois. Ah, je te suis, moi. J'aimais bien avoir notre suivi et qu'on aille jusqu'au bout de cette histoire-là. Mais en plus, ils sont protégés par... Ah, t'imagines Là, ils sont protégés. Ça veut dire faites ce que vous voulez jusqu'à l'annonce du speaker. Exactement. Sauf que je te dis, le problème, c'est que tu peux pas retrouver cette règle. Il y a pas les documents officiels, tu peux pas les trouver en ligne. Je pense que s'il s'annonce, le mec, c'est qu'elle est dans les livres. C'est le directeur exécutif de la commission qui s'appelle Jeff Mullen qui dit ça. Par contre, il dit aussi dans le même article, on s'est clairement planté sur la procédure. C'est-à-dire que si c'est une faute et un Hypoc, personne doit rentrer dans la cage, on doit pas asseoir les mecs. Donc il dit, ok, ça a été un bordel sans nom. Et comme je t'avais dit, le flou de quand l'arbitre a dit c'est la fin du combat, est-ce qu'on peut reprendre ou est-ce qu'on doit aller à no contest ou disqualification, ça, c'est pas précisé expressément, même dans la règle qui dit lui. On peut revoir jusqu'à l'annonce du combat, mais ça dit pas on peut reprendre si c'est une annonce de fin de combat. Donc il y a quand même un flou et j'espère que la commission pour le coup va Après, il faut simplifier, mais je pense qu'il faut simplifier. C'est des grands garçons, il faut leur donner la main et pour l'instant, moi là-dessus, je vois. Honnêtement, je prends pas leur défense. Tu sais très bien que je suis pas pro personne. Moi, je trouve que pour l'instant, ce qui se passe bien. Et on a beaucoup plus de dingueries. Il ferait mieux de régler les problèmes avec les juges et leur codification que ça, parce que ça, ils se débrouillent très bien, les gars. Non, ça, je te suis à 100%. Et pour finir sur ce thème-là, tu as vu que Herb Dean, tu sais, qui avait promis une grande réunion des arbitres, donc il a expliqué qu'en fait, ils vont commencer à vraiment enlever des points pour les Hypoc, voire même pour les doigts tendus vers l'avant, comme ça. En fait, ce qui est marrant, c'est que leur changement, c'est d'appliquer la règle qui existe déjà. En fait, Alex, c'est une question de culture. Si ton gars à l'entraînement, tu le matraques, et moi je le fais, je sais pas, je prends mes gars qui s'entraînent avec moi à témoin, c'est une phrase que je dois dire peut-être vraiment 200 fois par an. Ne pointe pas tes doigts vers le gars, vers le ciel. Je veux dire, si t'éduques dans les salles de cette façon, je te jure que t'en as moins. Après, il faut jamais dire jamais. C'est bien sûr que ça peut arriver. Bien sûr. Le MMA, ça reste une situation extrêmement anxiogène où il y a des réflexes de survie. Donc le mec te charge, il vient de te toucher. Bien sûr que ça... Mais je pense que déjà dans l'éducation, il peut se passer beaucoup de choses. En tout cas, c'est intéressant, c'est dans le podcast Believe You Me dont il en parle, Herb Dean, et la phrase, je vais te la citer parce qu'elle est intéressante. Donc il dit, on devrait commencer à enlever des points pour cette action avant qu'il arrive quelque chose qui blesse quelqu'un. Donc même, tu vois, avant que ça touche, même si le mec fait ça. Et il dit aussi, un truc important, c'est que le truc du MMA, c'est que c'est un sport à 1 point. La majorité des combats en 3 rounds, le score, c'est 29-28. Donc, enlever 1 point, t'enlèves la majorité des victoires et tu changes la nature du résultat complet du combat. Donc, il explique que c'est ça qui les faisait hésiter à enlever des points. C'est pareil pour les coups dans les parties. T'en mets 1, t'as le droit. Allez, on va dire que c'est la règle commune. Si on sent qu'il est pas... Mais si dès le deuxième, tu risques 1 point, ils vont arrêter de mettre, ils vont passer au calf kick tout de suite. Ça change la donne. Et donc, pareil, dès que tu tends tes doigts, un warning, puis après un point enlevé. C'est l'impunité. Voire un point enlevé tout de suite. Là, tu vas... Si demain matin, les mecs, crois-moi qu'ils vont être beaucoup... Mais là, ils en ont rien à fiche, au final. Parce que tu peux les cumuler, il va rien se passer. Donc le mec, qu'est-ce qu'il va changer? Il va continuer dans son sens. Par contre, si tu lui mets cette épée de Damoclès sur la tête, crois-moi que... Ah ouais, on arrête les low kicks intérieurs. Ouais. On a touché les parties une fois, on arrête. Complètement d'accord. Et ça va changer beaucoup de choses. Et Herb Dean finit, on va devoir faire quelque chose. Donc c'est un des trucs auxquels on a pensé. C'est quelque chose qui va arriver. Donc ils vont commencer à vraiment appliquer leurs règles et enlever des points. Favorable à ça. Ouais, donc voilà sur ça. Et puisqu'on est dans les règles, avant de parler de Mokaev, j'avais un truc que j'ai vu passer. J'ai vu passer ça sur la page Select MMA. Je voulais te brancher là-dessus pour voir ce que t'en pensais. Dis-moi. C'est l'organisation du Kazakhstan, Octagon League MMA, qui a pris des règles sur les pesées ratées. On pourra peut-être même en reparler avec Dutili la prochaine fois. Si tu as un surpoids de 500 grammes, ça revient un peu aussi à Pitbull, ce que tu parlais tout à l'heure, carton jaune, moins 1 point dans le combat, et moins 20% de ta prime. Plus de 1 kg en surpoids, moins 1 point aussi, et 30% de ta prime. Entre 1 kg et 1,5 kg, moins 2 points, et 50% de ta prime. Entre 1,5 kg et 2 kg, si le combattant qui a fait ce surpoids combat et gagne, no contest. Et si le combattant perd, le résultat est inchangé et moins 50% de sa prime. Ils vont trop loin, non? Un poil. Ouais. Quand j'ai vu ça, j'ai fait un poil de ta perruque, quoi. Ouais. Tu vois, donc, mais non. C'est des fous. Je pense que le problème, c'est que il faudrait toucher
au scoring, mais c'est pas très déontologique. Un point, c'est dur, on vient de le dire. C'est que tu peux pas faire ça. Le mec, en fait, à la limite, le mec, quand ils vont arrêter le poids, ils vont simuler un malaise. Donc, je pense que c'est pas la bonne solution non plus. Peut-être que, moi, je pense que déjà, l'UFC, ils prennent quelques précautions, mais il faut peut-être être un petit peu plus drastique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend ton poids et ça donne une info. Dès le début de la Fight Week, qui démarre en général le mardi matin. Peut-être qu'il devrait descendre un tout petit peu certains standards. Parce que moi, j'ai jamais vu la lumière rouge de l'alarme sans cligner quand tes mecs arrivent à plus 8 ou à plus 9, tu vois. Peut-être que là, il faudrait se dire, bon, ok. Tu vois, moi, j'étais pas très loin quand The Reader... D'ailleurs, on sait pas trop, ils sont pas beaucoup exprimés sur cette revue. On sait qu'il y a eu un problème, moi je te le dis, mais on sait pas trop de quoi il s'agit. Et quand il arrive et qu'il est à plus 10, les gars, posez-vous peut-être une question. Ouais. Est-ce que plus 10 le mardi matin, c'est tenable, en fait. Tu vois ouais, je suis d'accord. Parce que, et après on parle plus de ça, on en parlera avec Vincent, mais je pense qu'il faut vraiment comprendre un truc, et souvent les jeunes, ils comprennent pas. Ne confondez pas perte de poids et rebond. Parce qu'en fait, les mecs, tu vois, ils prennent ce calcul comme si c'était une science exacte. C'est-à-dire que, Pereira fait 105. Donc, ils pensent qu'il est parti de 105 pour faire 84 à l'époque et qu'il est remonté. Et non, il est parti des fois de seulement 89 ou 90, tu vois. Mais comme il était partiellement déshydraté, que son estomac et son intestin étaient vides, tu vois, il y a beaucoup de plus-values derrière qui viennent se greffer à ça, qui font que le rebond est conséquent. Mais le rebond n'est pas égal à déshydratation. Je suis d'accord. Ça tease un peu ce qu'on va faire avec Vincent Dutillé la semaine prochaine. Justine, il va adorer ce marteau. Ah, j'aime ce petit marteau de bois. J'ai l'impression qu'il va taper dessus très souvent. Pour les geeks, je me prends pour Ace Attorney, le manga animé. Tu sais que lundi, on a parlé de la Kenyane blanche, Justine. Elle vient après son 20 km, elle vient de s'inscrire au marathon. Elle m'a dit ça aujourd'hui. Plus rien ne l'arrête. Je te le dis. Mais qu'est-ce qui arrête Justine? Plus rien ne l'arrête. Je te le dis. Avant de faire on a rejugé. Tu voulais en parler parce qu'on n'a pas eu le temps lundi. On était un peu pressé. Mohamed Mokaev, bien sûr, qui a pris la ceinture des flyweight des moins de 57 kilos au Brave. C'était le Brave 100 le week-end dernier. Son KO sur Gerard Burns au bout de quelques secondes dans le round 2. Déjà, le KO, l'enchaînement, Aldric, le kick, il est fabuleux. Alex, on reprend. Avant de parler de la performance, juste on reprend parce que là, par contre, en plus, on ne pouvait pas m'accuser de ne pas l'aimer. Il était avec moi dans le coin d'Axel. C'est un garçon d'une gentillesse incroyable. Un partenaire d'entraînement super. Axel s'entraînait avec lui au KHK malgré la différence de poids. Il donne des tips. Il est bon vivant. Il est marrant. Il est fabuleux, ce gosse. Moi, tout ce que je dis, c'est que aujourd'hui, à 25 ans, il a la maturité nécessaire pour fréquenter l'UFC, pour poser de gros problèmes à Pantoja. Je sais que c'est ton protégé aussi, Pantoja, mais on va se poser la question juste là, après. Là, il a la dimension striking. T'as vu il pose même pas la jambe par terre. C'est-à-dire que derrière un front kick qui remonte à kick en fouetté de hanche, ça demande une technique d'appui, de transfert de poids digne de plus grand striker. Ah non, mais je suis d'accord, c'est fabuleux ça. En karaté combat, il nous a montré aussi que son striking commence à être à la hauteur. Et ça, c'était ma critique de départ. C'est la même chose quand je me permets, parce que des fois, on dirait que tu critiques une divinité. Quand tu parles de Nurma, de Ousmane, de Oumar, il y a une maturité pour tout. Et en fait, moi, j'avais trouvé que Nassourdine avait démarré trop tôt à l'UFC au départ. Et le temps m'a donné raison. Regarde ce qu'il est capable d'accomplir aujourd'hui. Et là, c'est la même chose. Mohamed Mokaev a signé trop tôt à l'UFC. Et donc, maturité, que ce soit dans le combat, mais même peut-être en dehors, puisqu'on sait ce qui s'est passé. Exactement. Que ce soit sur les plans extrasportifs, son comportement à l'UFC Performance Institute, la gestion du clash avec le Cap-Verdien qui combat, Mandelkap. Capé, tu vois, tous ces trucs-là, mis bout à bout, peut-être que je suis pas, c'est pas peut-être, il aurait tout géré différemment avec une plus grande maturité. Ouais, parce que c'est pas que certains disent c'est son style, il était pas spectaculaire. Il y en a plein des mecs pas spectaculaires et qui se font pas dégager comme ça, surtout quand t'es top 10 que t'as battu. Mais le pire c'est que c'était pas son style, Alex. Regarde son vrai style à 25 ans. Tu vois ce que donc il fallait pas l'envoyer. C'est pas ça la raison. Il y a une raison extra sportive et on saura peut-être pas exactement jamais. Il y a eu, je l'ai toujours dit, et c'est pas, je trahis rien. Il y a eu des problèmes comportementaux avec les matchmakers et à l'UFC Performance. Donc quand même des trucs qui font qu'ils disent stop quoi, qu'ils en avaient marre. Écoute, alors là moi j'ai aucune info, mais selon ce qu'il déclare dans ses interviews, ça contacte avec Hunter, qui lui a cette bonne chance, et il devrait être au Qatar. Oui, il serait. Donc ça c'est bien. Et je pense vraiment que il est temps de rabibocher tout ça. Ouais, il a le niveau, le petit. Il faut arrêter, il est trop fort. Mais c'est maintenant. Tu vois, moi je regrette juste un truc. Imagine, il arrive à l'UFC maintenant. Il refait le même run parce qu'il a fait c'était un 7-0, je crois qu'il a fait au départ.
mais il fait le même run en n'étant pas soporifique. Parce que là, il s'est accroché à sa lutte. Il arrive à 22 ans, je crois, à l'UFC, quelque chose comme ça. Il est stressé, il a des mecs forts en face qui sont plus forts que lui au sol, qui sont plus forts que lui en striking. Il fait des gros cuts. Il fait ce qu'il faut pour gagner. Il fait ce qu'il peut, tu vois. Donc, il rend le combat des fois un peu lay and press, ce genre de choses, on a vu. Mais là, s'il arrive avec cette dimension-là, il fait les mêmes 7-0, mais il fait 4 KO de soumission. Oui, c'est plus la même chose. Même son contrat, ça... Tu sais que dans les épisodes Matchmaker, je dis souvent, quand on fait le top 15 UFC, je dis combien il a battu de mecs rankés. Je dis peut-être une bêtise, vous me direz en commentaire, je crois qu'il en a battu 4 des mecs du top 15 aujourd'hui. À l'heure où on parle, Mokaev. C'est ce que je te dis. Il y en a rarement, quand je fais les listes, il y en a rarement qu'on en battu 4 actuels dans le top Mohamed Mokaev, il est dagestanais, il a la lutte qui va avec, mais là, maintenant, il est en train de se révéler être un formidable striker. Donc, bien sûr, ils sont pas fous, l'UFC. Ils ont besoin des meilleurs dans cette KT. Donc, ça, c'était le côté, je pense, extra-sportif dont je voulais parler. Sa perf, elle est hallucinante, elle dure 30 secondes, mais là, le seul problème, en fait, maintenant, c'est que, c'est vraiment mort à l'UFC, et peut-être qu'au Japon, il y a un petit peu d'adversité. Je sais pas, je dis ça comme ça. Ou alors, faut vraiment qu'il se rabidoche à l'UFC, mais c'est à l'UFC qu'est sa place. Moi, j'y crois. Je pense que tu vas pas avoir grand monde au Brave pour. Mais non, là, au Brave, regarde, il a pris le meilleur. C'était le meilleur au Brave qu'il a pris dans le roster en ce moment. Qu'est-ce qu'il va prendre ? Il est champion. C'était le premier champion d'ailleurs de l'histoire flyweight au Brave. Il a un gabarit énorme. Il a une lutte fantastique. Maintenant, il a le sol qui va avec sa lutte et regarde ce qu'il est capable de faire. Alors, il manque encore des choses, mais à 25 ans, là, il peut grandir. Tu vois, pour aller chercher un Pantoja, je trouve que ça manque un poil d'anglaise. 15-0, 9 finish, 23-0 en amateur, champion du monde IMAF. T'en es, les credentials champion du monde IMAF junior. Oui, mais là, la faute pour moi, elle est là. T'as raison. Tu vois, ils auraient fait une année senior. De plus en senior. Ils auraient pris un tout petit peu plus leur temps au Brave, en allant chercher le karaté combat. Tout ce qu'il a fait après, c'est magnifique. Et derrière, il réintègre l'UFC au bas de l'échelle et il fait ses 7 KO ou 5 KO, enfin 7 victoires tout du moins avec c'est pas la même dimension. Et puis donc là, on a perdu du temps, mais c'était juste pour donner raison. On en a parlé, Alex. Et puis dans le scénario que tu dis, peut-être qu'il a eu en effet une plus grande maturité, donc il fait pas les problèmes comportementaux qu'il a eu et ça se passe beaucoup mieux. Tu l'as dit, il l'a dit, donc Hunter et Mick Maynard l'ont félicité pour la performance et l'ont encouragé avant. Il sera au Qatar, ça va peut-être discuter, on va voir ce que ça peut donner. Le niveau du gars. Sinon, il a dit aussi sur le podcast Home of Fight, je l'ai vu dire qu'il sinon il prendrait bien le champion bantam du Brave, Borislav Nikolic. Ouais, mais c'est des petites KT, Alex. Donc il y a des mecs qui n'auront jamais de visa, notamment au niveau du Kazakhstan, du Kyrgyzstan, d'Ouzbékistan. Il y a des mecs forts. Il y en a, vraiment. Parce que tu regardes les championnats, pour ceux qui ont l'occasion, regardez les championnats du monde de sambo dans ces KT. Franchement, il y a 20 mecs qui pourraient être à l'UFC et qui seraient pas ridicules en flyweight. Donc il y a des combats à faire, mais moi j'ai envie de le voir. Je pense que quand Pantoja, c'est un peu trop tôt maintenant. Pareil, tu vois, j'ai peur de ça, moi. Que l'UFC rabidoche et qu'on le balance tout de suite à Pantoja. Ouais. Faut espérer, si Pantoja bavane, bien sûr, en décembre, qu'il y ait Pantoja Merab, peut-être, parce que si jamais il revient entre-temps, ça lui laisse un peu de temps. Si Pantoja veut pas monter, est-ce que tu penses qu'ils l'ont pas déjà dans la tête ? Je suis d'accord. S'ils le font revenir, c'est pour ça. C'est évident. C'est juste dommage pour ça. Moi, je suis pas contre l'idée que ce soit le deuxième meilleur flyweight au monde actuellement. Mais ils l'ont déjà fait. Regarde, avec Aya Sakura, ils l'ont tout de suite mis sur un title. Donc, ils peuvent très bien le refaire. Maintenant qu'il s'est refait. Moi, je dis juste, il manque un poil, je trouve. Mais ça, je te suis. Mais tu vois, moi, tout le reste du roster flyweight de l'UFC, je suis pas sûr que quelqu'un batte Mokaev. Mais personne bat Mokaev. On est d'accord. Je te parle de Pantoja. C'est numéro 2. Ouais. Donc, le truc à faire direct, c'est presque Pantoja. T'as raison. Ouais, mais alors, voilà, je l'aime bien. On finit là-dessus. Alors, si on le fait demain, là. Je pense que c'est un poil trop tôt. Moi aussi. Pantoja, c'est quand même tellement complet, mature, expérience, des grands rendez-vous. Et je pense que, mais vraiment, je vais synchrones. Dans un an. Il le prend dans un an. C'est autre chose. C'est pas la même chose. Mais maintenant. C'est serré. Et je pense que Pantoja, il passe. C'est serré, mais moi, je vois Pantoja aussi. Ouais. Mais dans un an, je pense qu'il le bat. T'as vu les progrès qu'il fait ? Moi, je l'ai vu, il savait pas mettre un coup de pied. T'as vu ce qu'il fait ? Il est dingue. Là, le même focus qu'il a mis sur ses jambes, il le met un peu sur l'anglaise. Il est doué, ce petit. Tu vois, enfin, je dis ce petit, maintenant, il a 25 ans. C'est plus un petit, mais il a du talent. En fait, c'est pour ça où t'as peut-être raison que s'il revient à l'UFC, faut peut-être pas l'envoyer tout de suite au feu. Parce que Pantoja, par rapport même au mec qu'il a affronté à l'UFC, il y a un gap quand même. Pantoja, c'est un autre animal. Là, si Manel il passe ce week-end, tu le remets contre Manel Cap ou un truc comme ça, ça a du sens, tu vois. Mais parce que là, tu passes de Burns à Pantoja, faut se mouiller la nuque, quoi. C'est pas la même. Tu vois, c'est pas la même opposition. Mais en tout cas, je te dis, à part qu'ils ont brûlé les étapes et qu'au final, ça lui a coûté de l'argent. Parce que crois-moi, là, ça, gardez-le en tête quand vous parlez de trucs. Oui, mais ils ont bien fait, tel est l'UFC tôt. Mais non, il n'a pas bien fait parce que il gagnait pas de combat
Enfin, il gagnait pas, il finissait pas de combat, donc son contrat n'a pas beaucoup évolué. Tu arrives à l'UFC, tu fais 3 KO, tu re-signes tout de suite un combat nettement plus avantageux. Ouais, plus, non, sans compter les bonus que tu peux prendre, tu vois. Je veux dire, le calcul, il n'est même pas à faire. Il faut juste comprendre que entre l'inflation de ton nouveau contrat et les bonus que tu es susceptible de prendre, il n'y a même pas photo. Même si tu as vu, ils avaient dit, je crois, alors je sais jamais si c'est vrai, mais ils avaient dit que c'était au Brave le flyweight le mieux payé au monde. C'est ça qu'ils ont annoncé. Ils disent plein de choses. Ah ouais, exactement, tu peux les croire ou pas, parce que je suppose qu'un Pantoja quand même maintenant a un contrat qui est de qualité, mais ils avaient dit c'est le Mokaev et le flyweight le mieux payé au monde. Écoute. J'y crois. Oui, je vois que tu n'es pas là le juge d'après pour dire non. Non, c'est un grand nom. Je vais pas mettre un coup de marteau, mais tu m'as compris. Et pour le Brave, en parenthèse, parce qu'on n'en a pas parlé lundi quand même, mais Alex Lahoré qui n'a pas pu combattre, parce que Mohamed Fakhreddine, il n'a pas pu se présenter à la pesée pour raison médicale, ils lui ont donné quand même le titre intérimaire Super Welter. Je ne sais pas si tu as vu, il l'a eu sans combattre. Écoute, donc Alex Lahoré est le champion intérimaire Super Welter du Brave. On passe à notre... On a rejugé, Aldric. Les perruques sont là, les marteaux prêtes, sont là. Les petites notes sont sur mon téléphone. Khabib Nurmagomedov contre Gleison Tibau. Je te donne un peu de contexte comme d'hab. Il faut. On est le 7 juillet 2012. C'est très important ce que je viens de dire. 7 juillet. Je vais y revenir peu après. On est à l'UFC 148 au MGM Grand Arena de Las Vegas. Le main event, c'est Anderson Silva, Chael Sonnen. 2. Le co-main event, c'est Forrest Griffin, Tito Ortiz. 3, ça nous rajeunit pas, Aldric, quand même. C'est l'International Fight Week, pour ça c'est début juillet, comme d'habitude. Tito Ortiz, il est Hall of Fame cette semaine-là, d'ailleurs, juste avant de combattre. Avant-dernier combat des prélims, mais qui, dans la diffusion télé, sera diffusé après le main event. C'était à l'époque où, des fois, ils diffusaient pas tout le début et ils le diffusent après. Les deux combattants, Khabib, 23 ans, il a quelques semaines, 2 mois d'avoir 24. Bien sûr, entraîné par son papa et l'American Kickboxing Academy. Deuxième combat à l'UFC. Qui sont pas dans le coin. Il y a que des mecs il y a que des mecs à lui dans le coin. Parce que papa, il a pas le visa encore. Non, il a mis son papa. Qu'il l'aura jamais d'ailleurs le visa. Je pense que la seule fois qu'il est dans son coin, c'est à Abu Dhabi. Pareil. Je ne me tuerai pas dessus, mais je suis quasiment sûr. Il y en a peut-être un à la fin de carrière, mais faut que je revérifie. Mais il y en a peut-être. Je crois que parce qu'il en avait parlé souvent de dire que mon papa peut pas venir. C'était dans le coin. Il me semble que c'était dans le coin à Abu Dhabi, mais. Et donc, il n'y a pas Javier Mendes non plus dans le coin. Ouais, je suis d'accord. J'ai pas connu exactement qui était dans le coin. Ouais, c'est des copains d'entraînement à lui de l'époque. Des gens de l'équipe Khabib de l'époque, exactement. C'est son deuxième combat à l'UFC. Il est à 17-0 en carrière avant ce combat. Il a débuté dans l'orga quelques mois avant, janvier 2012, avec sa soumission étranglement arrière au round 3 contre Kamal Chalorus. Tu nous as dit qu'elle n'était pas... du tout un cadeau. Voilà. Mais en fait, ils lui ont tiré dessus quand même. C'est juste pour faire le point. Oui. Après, nous, on va analyser avec Je vois ce que tu veux avec dire. Le nombre de coups donnés, avec les règles, la réglementation que tu vas remettre un petit peu à jour. Mais quand même, c'est des débuts difficiles. Hein. Chalorus, très gros lutteur. Gleison Tibau, qui a peut-être... il a 6 ans de plus. Il a beaucoup plus d'expérience. Il a 28 au moment du combat, mais 29 3 jours plus tard. Donc, en gros, il a 29. Lui est gaucher, droitier côté Khabib. 27-7 en carrière, très expérimenté. Tibau, qui est American Top Team depuis très longtemps à ce moment-là. Son 17e combat à l'UFC. Il a commencé à l'UFC 65. Ouais, c'est fou, hein. Le test est tout de suite très pas du tout envie. Mais pour ça qu'il faut quand même y penser. Après, il a pris un peu des mecs dans le ventre mou de l'organisation. Mais les débuts, ils l'ont pas du tout. C'est pas une star en construction, ça. Non, on t'envoie. Faut lui donner de l'honneur pour ça. On t'envoie au fait, mais c'est marrant d'ailleurs même dans les commentaires, tu vois, si tu l'as revu. Ouais. Khabib est loin d'être Khabib en fait. Les mecs savent pas trop qui c'est, un petit peu, mais ils ont pas de référence du tout. Mais t'as regardé les commentaires en anglais ? Ouais. T'as vu, ils sont même au niveau de la fin, ils sont pas du tout ils sont pas du tout sûrs que c'est Khabib qui va gagner, pas du tout. Pour eux, c'est même l'inverse. Pour eux, c'est Tibau. Pour eux, c'est Tibau large. Mais c'est pour ça que c'est intéressant ce combat-là. Donc Tibau, il a commencé à l'UFC 65 en novembre 2006 dans l'orga. Son premier combat, c'est une défaite contre Nick Diaz, KO round 2. Il est à 11 victoires à l'UFC, 5 défaites. Il est sur une série de 3 victoires avec Kurt Pellegrino, Rafaelo Oliveira et Rafael Dos Anjos. On est donc chez les poids légers, les moins de 70, 155 pounds. T'as vu le gabarit de Gleison Tibau ? C'est une dinguerie. Le champion de l'époque, c'est Benson Anderson. Et c'est marrant, donc sa dernière combat en date, c'est la victoire contre Rafael Dos Anjos à l'UFC 139. C'est la dernière défaite de Dos Anjos avant celle contre Khabib, qui sera 2 ans plus tard en 2014. Donc il est sur une bonne série, Tibau. Et t'as raison. Déjà, le premier constat que tu fais quand il arrive vers la cage. Et d'ailleurs, tu as vu, Joe Rogan en parle. Mais c'est un monstre, il fait 180 pounds au moins. Mais c'est pour ça que c'est important. Je sais, parce que je te connais, qu'on va parler et puis j'ai fait le même travail que toi, qu'on va parler de règlement. Mais avant de parler de règlement, juste pour
Là, on se met, en fait, presque, Justine, il faudrait qu'elle nous mette en noir et blanc, parce qu'on est sur des vieux dossiers. Et en Avec fait, la perruque en noir et blanc, on sera bien. ouais, ça. c'est pas mal. Mais pour parler encore plus du contexte, avant de parler au round, parce qu'on va en parler des rounds, on va en parler des frappes, on va parler de tout ça, mais avant de parler de tout ça, du contexte. Le côté juridico-légal, entre guillemets, tu vas en parler. Oui. Moi, j'ai juste un rappel. Rappelez-vous, les gars, comme dirait Christophe Midou, et je vais reprendre son expression, qu'en ce temps-là, il n'y a pas du SADA. C'est important Non, quand même de il y en a penser pas. à ça aussi, surtout avec un animal comme Gleason. Oui. Il n'y a pas du SADA. Attends, j'ai noté la phrase quand il rentre, justement. C'est Rogan ou l'autre, je sais plus, qui dit What is going on with science today en voyant son physique. Il dit, qu'est-ce qui se passe avec la science aujourd'hui? Les mecs hallucinent de voir qu'il peut faire 155, en fait. J'accuse pas C'est Gleason un de monstre. prendre des produits, Non, hein, mais commencez pas, mais c'est un il n'y a monstre pas, physiquement. à cette époque-là, il n'y a pas du SADA. Alors, ça rejoint Ça ce qu'on a. arrivera quoi, 3 ans plus tard, le SADA, je crois. 2015, ouais. 2015, tout à fait. Ce qui est marrant, quand tu revois le combat sur le Fight Pass, tu as la présentation US, tu sais, les petites présentations de début de combat qui existaient déjà. Donc, ils disent que Khabib est arrivé à l'UFC with little fanfare, sans vraiment... En gros, tout le monde s'en fout, quoi. Enfin, tu vois, il n'est pas vu comme une future superstar ou quoi que ce soit. Que là, il a un stiffer test, donc un test vraiment beaucoup plus dur encore que son premier combat, contre un mec qui est quasiment un contender, en fait, à 155, qui est pas loin de pouvoir prétendre à affronter Benson Anderson. Il n'y avait pas encore les top 15 à cette époque, mais il aurait été classé. Février 2013, les top 15, donc on n'y est pas encore, en effet. Mais juste un détail, là, il y a les classements, ça change tout. Parce que tu bats Gleason Thibault, tu es forcément top 10 de la KT. Et quand on voit tous les adversaires, pas moyens, mais dans le ventre mou du classement qu'il a pris derrière, est-ce que ça aurait été envisageable? Tu vois ce que il aurait été accéléré plus vite, en fait, avec cette victoire-là. Mais peut-être qu'on lui donne pas Thibault en deuxième combat s'il y a les classements. Et si Thibault est déjà haut. Voilà. Les classements, tu as raison, ça change beaucoup de choses pour le coup. Même taille, 1 pouce de reach à l'avantage de Gleason Thibault. Je te donne les juges et puis les scores, même MMA décision et tout, comme ça après on rentre dans le combat. Les juges, Jeff Collins, Mark Smith, Glenn Tobridge. Le résultat, ça va être comme ça, on le dit tout de suite, 3 fois 30-27 pour Khabib Nurmagomedov. C'est le résultat officiel de ce combat. Et on peut dire tout de suite que ça, on n'est pas d'accord. Non, exactement. Et on va voir jusqu'où on n'est pas d'accord. MMA décision, sur le site sur lequel on se base tout le temps. Hein, parce qu'il n'y avait pas encore Reddit à cette époque. Non, il y a... Non, c'est beaucoup plus tard, je crois. Il y a 6 médias qui sont répertoriés, parce qu'il y en a beaucoup moins à l'époque, on est en 2012, des médias MMA spécialisés. Il y en a 5 qui donnent Thibault, 4 qui donnent 30-27 pour le Brésilien, dont 2 mecs de Sherdog, le mec de MMA Fighting, le mec de MMA Weekly, et un qui donne 30-28, un gars de Sherdog. Donc il doit mettre une égalité sur un des rounds, en fait. Le premier, peut-être. Un 10-10 au premier. Je pense qu'il donne un 10-10 au premier. Parce que le premier, il n'y a quand même pas grand-chose à se mettre. Mais on va y venir après aux frappes. Et il y en a un des 6 médias donc, qui donne Khabib 29-28. C'est le gars de MMA Junkie. Le vote des fans. On est à 39,6% pour Thibault, 30-27. 28% pour Khabib, 30-27. Donc c'est le grand écart, quoi. Soit un a gagné 3, soit l'autre a gagné 3. Et c'est pas si loin que ça. 13% pour Khabib, 28-29. Et 13% aussi pour Thibault, 28-29. C'est quasiment égalité, en fait, les fans. Ouais, il y a juste 10 points d'avance sur Thibault. Alors, quand tu fais dans le camembert qu'ils ont en dessous, il y a 2790 cartes qui ont été déposées par les fans, un score. 55 en tout pour Thibault, 43 pour Khabib, et le reste du draw. Voilà. Donc, Thibault devant, mais pas un écart énormissime du tout. Sur les pays, ça me fait marrer à chaque fois le vote par pays. Il y a 6 pays répertoriés. Tu as USA, Russie, Grande-Bretagne, Canada, Brésil. Il n'y a que la Russie qui a Khabib devant. Voilà. Les votes par pays, on voit que c'est un peu biaisé quand même. Le round par round des fans, comme ça on finit sur la même décision. Le round 1, il donne 49% à Thibault, 47% à Khabib. Très très serré. Le round 2, 58 Thibault, 38 Khabib, un peu plus d'écart. Le round 3, 55 Thibault, 41 Khabib, et le reste, il y a du draw. Donc très serré, surtout le premier. Hein. Donc on voit que tu vois, c'est pas non plus le 30-27 d'un côté ou de l'autre. Il peut être difficile à imaginer en fait. Le petit point réglementaire. Parce que ça, c'est important. Oui, très important. Tu me connais, j'ai fait mes recherches. Je te l'ai envoyé hier soir pour que tu sois bien au courant du truc. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On est le 7 juillet 2012. Voilà le rapport annuel de la conférence de l'ABC, donc la commission des commissions qui donne les règles unifiées du MMA. Ensuite, à chaque commission de les approuver. Elle date du 23 juillet 2012. Donc après ce combat-là. Et c'est dans cette réunion annuelle, d'ailleurs il y a des médias qui font des articles 2-3 jours avant parce qu'ils ont eu vent de ce qui va se passer dans cette commission. Dans cette truc, donc c'est dans cette année-là, dans cette convention annuelle, qu'ils vont enlever l'effective defense des critères de jugement.
Donc jusque-là, la défense effective joue. Et là, je t'ai repris les anciennes règles à l'époque. Ça date de 2009, les règles unifiées du MMA. Donc la défense effective, c'est éviter d'être touché, d'être emmené au sol ou renversé, tout en offrant des contres aux offensifs adverses. Donc cet effectif, c'est la défense qui ne compte plus en MMA. Aldric, elle compte ce jour-là. C'est quand même un grand changement. C'est ça. Avant d'exposer notre jugement et le round par round, moi je vais casser un peu le suspense, je dirais pour qui après, mais je donne un 29-28, moi, en ce qui me concerne. On reprend donc critère par critère, si tu veux, comme ça, moi, les mecs, ils comprennent. Oui, je vais te donner ce qui est utilisé à l'époque. Parce qu'en plus, je crois que le combat, tu le trouves assez facilement sur le net, je pense, sur YouTube, mais même sans trouver des moyens illégaux, je crois que l'UFC l'a mis en ligne et tout. Donc, voilà. Critère numéro 1, critère numéro 2, critère numéro 3, comme ça, chacun pourra se faire son appréciation. C'est très intéressant ce qui se passe en 2012 avec ces changements de règles-là. Donc, la défense n'a pas encore été bougée, elle va l'être quelques semaines après, mais dans le combat qu'on juge, on va compter la défense, Aldric. Ouais. On va aussi, parce que dans cette même réunion annuelle, ils vont mettre l'effective striking et l'effective grappling au même niveau. Jusque-là, le striking est devant. Donc, il faut compter le striking comme plus important que le grappling quand on va juger ce combat. C'est ça qui fait la diff pour moi. Très important, ça. Le striking est devant, les gars. Il est devant. Donc, c'est marrant, c'est que dans ces 2012, ils vont enlever le mot dégâts aussi, damage, parce qu'ils trouvent que c'est trop flou. Alors que quelques années maintenant, on l'a remis à plein ballon. Donc, tu vois que c'est encore un sport jeune qui évolue beaucoup. Et c'est en 2012 aussi qu'ils vont mettre l'effective aggression donc l'agression devant le cage control. Donc, jusque-là, ils sont sur le même plan. Donc au moment où on juge, ils vont être sur le même plan. C'est que c'est marrant, dans ce truc de 2012, ils font aussi, je l'ai noté en revoyant le compte-rendu, ils avaient étudié le système de donner des demi-points dans des rounds de MMA, de faire 10, 9,5, et ils abandonnent l'idée parce que ça change rien. Ils ont observé ça sur plein de combats et ça change rien. C'était marrant pour le clin d'œil. Donc les règles qui sont en vigueur ce jour-là, Aldric. L'évaluation doit être faite dans l'ordre dans lequel ces techniques vont apparaître, avec le plus de poids à l'effective striking, l'effective grappling, puis, et c'est sur le même plan, ces trois derniers trucs, attends que je reprends le truc, oui, c'est sur le même plan, contrôle de l'aire de combat. Cage control et takedown. Voilà, et puis top position, avoir le centre de la cage. Contrôle aérien, effective agression, donc l'agression effective, et la défense. Ceux-là sont sur le même plan. Et ce qui est intéressant sur l'effective agression, c'est l'agression, dans les règles à ce moment-là, comme il est écrit, ça veut dire aller de l'avant et landing un legal strike ou un takedown. Donc c'est pas seulement juste être agressif et aller de l'avant, il faut que l'agression, elle soit effective. Il faut que ça touche au bout de ton agression. C'est pas juste bouger comme un fou. Donc, très important quand même, Aldric. On n'est pas du tout sur les critères qu'on utiliserait pour juger aujourd'hui. C'est avec ça qu'il faut regarder ce combat. Exactement. Donc on est parti ? Ouais. Allez, on va être sur le round 1. Donc trop marrant quand même quand les deux ils rentrent. Je sais pas si t'as remarqué, mais Rogan il s'interroge même sur la coiffe. Il dit, je sais pas c'est quoi cette coiffe Arabib là, mais il la met partout, c'est bizarre son truc. Il explique au bout, c'est là aussi que tu vois que c'est un autre monde, Aldric. Je sais pas si t'as remarqué, il explique pendant plusieurs minutes c'est quoi le sambo. Ce qu'ils font plus du tout aujourd'hui, tu vois, c'est rentrer dans les mœurs pour les fans du combat. Mais là, Rogan prend le temps d'expliquer tout ce que c'est. Parce qu'il était déjà très passionné, Rogan, et il en parlait souvent, comme il parle du Muay Thai aussi, si tu l'écoutes. À la limite, je trouve qu'il il était moins dans l'émotion et plus dans l'expérience. Tu as vu, en ce moment, il y a un très gros débat au milieu de Joe Rogan. On en parlera plus tard, mais Valentina Shevchenko qui prend sa défense, il se fait cartonner par Ronda Rousey, qui dit que c'est un fan plus qu'à de l'audience, c'est tout. Non, pour moi, c'est pas vrai. Il a beaucoup d'expertise. Il a commencé par le taekwondo, il a fait du karaté, il a fait du jiu-jitsu brésilien. C'est pas un combattant, mais je pense qu'il aurait pu mettre des roustes à pas mal de combattants quand même. Oui, c'est pas juste un fan lambda, je suis d'accord. Non. Et franchement, il est dur Ronda avec lui quand même. Là. Je suis pas très fan de Joe Rogan, mais Ronda avec comment il l'a saucé, comment Joe Rogan il sauçait Ronda à l'époque, elle a quand même oublié ça. Mais c'est vrai là aujourd'hui, il a un peu un rôle, il est dans l'émotion, il est un peu dans la rigolade, dans ses commentaires, tu vois. Et il est moins dans l'expertise parce que t'as des mec super fort. En général, il commente avec DC, avec Bisping, tu vois. Et il leur laisse ce rôle-là, mais moi, je trouve qu'il lui allait très bien, le rôle un peu d'explication, de technicien, entre guillemets. Et c'est lui qui l'a à cette époque-là. Je peux te suivre. Et donc il s'amuse un peu là-dessus. Sur Thibaut, il le dit, donc l'entrée de Thibaut, c'est le mec le plus gros que vous pouviez trouver qui puisse faire 155. Enfin, ils hallucinent sur son physique, vraiment. Il le sauce beaucoup, d'ailleurs, des gros skills en jiu-jitsu, en lutte. Enfin, il sauce beaucoup Thibaut. Ils disent du bien de Khabib et de sa combat, mais tu sens que entre les deux, le favori pour eux, c'est Thibaut. Ça leur semble Gleison Thibaut le favori de ce combat-là. L'arbitre, parce que ça va être important, c'est Mario Yamazaki. On passe sur le round 20. Oui. Aldric, et là, c'est important.
Qu'est-ce que tu t'as noté dans ce round 1 ? Ce round 1, je vais te le dire tout de suite, moi, il est chiant. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Moi, je me suis régalé à regarder parce que j'ai tout recompté et je vais te donner les chiffres. Ouais. Avec qui je suis partiellement d'accord, encore une fois. Je ne m'y retrouve pas tout à fait, mais c'est très serré. Très rapidement, Total Strike sur le round 1, 15 sur 32 retenus pour Gleison Tibau et 8 sur 28 retenus pour Khabib. Quand on va chercher les strikings significatifs, là, ils en ont retenu 10 sur 15, 10 sur 27, pardon, pour Tibau, et 8 sur 27 pour Khabib. Donc là, c'est chaud. T'en penses quoi déjà de ces stats ? Voilà. Déjà, là, malgré tout, je ne suis pas tout à fait d'accord. Khabib touche dans la garde, mais il y a une recherche quand même. La question que Gleison va toucher 4-5 fois dans tout le combat vraiment fort. Ouais. Vraiment fort, par contre, là, avec de mauvaises intentions. Mais globalement, là-dessus, en revoyant le combat, et c'est là que je suis un petit peu... c'est Khabib le plus agressif et c'est Khabib qui frappe le plus fort. On peut dire ce qu'on veut, il nous a fait un combat de striking là-dessus, Khabib, tu vois. Il met beaucoup d'agressivité dans Il met beaucoup d'agressivité et il frappe avec de très mauvaises intentions. Oui, il y a des mauvaises intentions, par contre, ça touche pas beaucoup net, quoi. Ça touche beaucoup dans la garde. Et c'est il y a aussi beaucoup de belles esquives de Tibau. Oui. Et ça rentre dans la défense. C'est pour ça que je te dis. Oui. Les chiffres, et globalement, je te les donne. Alors là, par contre, il y a un truc, je ne sais pas si on le reverra un jour. Je sais pas si on le reverra. Il y a un 0 sur 8 en takedown dans ce round, Alex. Pour Khabib. Un 0 sur 8. Et un 0 sur 1 pour Tibau qui tente aussi. Donc ça, c'est important. Et dernière chose, après, je te laisse. Après, on en parle surtout tous les deux. Ouais, oui. Il y a 1 minute 37 de contrôle pour Khabib, qui est uniquement du catch control, du coup. Oui. Et il y a 0 pour Gleison. C'est pas de contrôle au sol. On parle de contrôle contre la cage, comme ça. Sans dégâts d'ailleurs faits. Donc en gros, mon analyse, c'est quoi ? Agressivité, Khabib. Ça ne tue rien à dire. Il avance et mine de rien, il a de mauvaises intentions. Temps de contrôle, Khabib. Ouais. Défense, festival de Gleison Tibau, que ce soit large, boxe anglaise ou takedown, il lui met un 0 sur 8. Ça n'arrivera plus jamais, ça, derrière. Donc voilà, ce sont les critères. Et donc, je dis ça parce que le volume est sensiblement égal. Comment les départager, Alex ? Oui, alors, franchement, là, c'est compliqué. En plus, une notion importante que je n'ai pas dit tout à l'heure quand j'ai rappelé les règles en place à cette époque-là, l'effectif grappling, donc on rappelle numéro 2, qui est en dessous du striking à ce moment-là, ils ne sont pas au même plan, mais c'est jugé en considérant le nombre d'exécutions avec réussite d'un takedown légal ou de renversement. Donc juste, à cette époque-là, juste faire un takedown sans dégâts, ça compte dans les points. Le problème, c'est que là, en effet, il n'y a pas d'effectif grappling de la part de l'arbitre. Là, l'entonnoir, tu le prends à l'envers, l'entonnoir. Il ne réussit pas de il n'y a pas de grappling effectif. Sur le striking, il met quelques coups, mais pour moi, ça touche vraiment pas assez. Moi, je vois Tibau touche pas non plus. Voilà. Moi, où tu pars du principe qu'on met égalité, ou tu pars du principe que Khabib est légèrement devant. Mais ça peut pas être pour Tibau, le premier round. En striking, je te parle. Moi, pour moi, ce premier round, je l'ai regardé 5 fois. Sur les 5 fois, il y a des fois où je vois Khabib devant directement sur le striking. Je te dis la vérité, parce que je t'ai dit, les coups m'impactent. Il y a des fois où je me dis, bon allez, ok, restons sur une dizaine de frappes pour chacun, parce qu'en fait, si tu regardes, c'est 8-27 pour Gleison, 8-27 pour Khabib ou 10-27 pour Gleison. Donc, deux frappes de différence, c'est pas beaucoup. Moi, je vois même pas, en vrai, je vois même pas 18 coups significatifs dans ce round-là. Non, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec les... Il y a un beau genou au corps de Tibau, à un moment, oui. que je trouve vraiment pas mal. Et, mais en fait, moi, je suis parti dans mon jugement, là. Égalité en striking, toi ? Ouais, ça a du sens. En striking, et qu'on ait égalité en grappling, parce qu'il n'y a pas de grappling effectif. Il n'y a aucun mec qui envoie en takedown. Donc, il nous reste défense ou temps de contrôle. Agression, mais effective, on rappelle, donc ça doit toucher ou amener au takedown. Donc toute l'agression de Khabib pour essayer de l'amener au sol, elle compte pas. Et le temps de contrôle. Vu qu'il touche pas beaucoup, ça tombe pas. Donc tu as le contrôle de l'aire de combat. Il y a 1 minute 30 d'écart. Et la défense, je rappelle qu'ils les 3 sont au même niveau. C'est ça. Et pour moi, en fait... Toi, tu donnes à Gleison ? Oui, la défense. Les qualités de défense de Gleison sur ce round sont plus importantes que les 2 autres critères pour moi en faveur de Khabib. Donc je mets Gleison. Ouais, ça a du sens ce que tu dis. Mais moi, je me dis quand même là, que... on va loin dans le jugement parce qu'en vrai, on va chercher le dernier critère sur le truc. Surtout qu'en plus, pour arriver à ça, je sais pas combien de fois tu l'as regardé. Moi, je l'ai regardé 5 fois quand même. Non, je l'ai regardé 3. Tu vois ? Dernier tout à l'heure. Mais je me dis, tu peux pas le donner. En fait, je trouve
qu'il est quand même trop passif. Même si la défense est valorisée, je veux dire, il n'y a pas de changement de rythme de la part de Gleison Tibau. Ça se voit qu'il n'a pas du tout peur de Khabib. Hein. Il est impressionné de rien. Mais quand même, justement, il est peut-être trop confiant. Tu vois, il rentre peut-être trop en favori. Et je le trouve vraiment très attentiste quand même sur ce premier round. Je ne peux pas lui donner. Moi. Non, il est très attentif. En vrai, c'est vraiment le round où j'ai le plus de mal à déterminer. Parce que je peux entendre qu'on mette Khabib, mais je ne peux pas lui donner, moi. Il est trop passif. Ça m'a fait marrer d'utiliser le critère de défense, tu vois, pour départager un jugement, parce que c'est un truc qu'on n'aura plus l'occasion de faire en MMA. Donc je me suis un peu fait plaisir là-dessus. Mais ils sont très... Je crois que le premier coup de Tibau qui touche vraiment, c'est au bout de 2 minutes. C'est ça. Il y a quand même... Tu sens... Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, en fait. J'aime bien parler de défense proactive et il ne le fait pas. C'est-à-dire que sur le cage control, il est aussi passif. 7 minutes 37 qui se passe pour Gleison, ça se passe comment en fait? Il empêche bien les takedowns, ce qui compte. Mais il sort pas de la position. Dans la défense, donc c'est éviter d'être touché. Ça, il esquive bien, on l'a dit. Mais il sort pas de la position. Fait dans la garde. Il évite d'être emmené au sol. Par contre, oui, les contres sur les offensives adverses, c'est moins là. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Je le trouve passif. Mais le contrôle de Khabib, là où moi je le compte moins que cette défense de Tibau, c'est que par exemple, tu as dû noter, c'est pour ça que j'ai dit le nom de Mario Yamazaki tout à l'heure. Il les sépare. Ouais. Et d'ailleurs, il y aura 2 fois dans le combat. Mais il fait un très bon arbitrage, Yamasaki. Il y a un moment, il y a tellement rien dans ce contrôle de Khabib contre la cage. Et il voit bien l'autre, c'est un buffle. Rogan, au début du round, il dit il fait au moins 10 pounds de plus que Khabib. Ouais. Et c'est vrai, tu vois physiquement, c'est un mur, quoi. Tu peux pas le bouger. Et donc, Yamazaki, t'es d'accord avec la séparation à ce moment-là? Il n'y a rien qui se passe. Mais alors, là, on sort 2 minutes de l'étude. Je pense que si on a eu après ce Khabib, c'est grâce à ce combat. Il y a beaucoup de positions où tu sens pas en fait, ces attaques aux jambes ne passent pas parce que Gleison, il met très vite le underhook, il met le bras en dessous, il remonte. Et en fait, on se retrouve avec un Khabib. Le Khabib, 5 ans plus tard, il défonce Tibau. Ouais. Ah oui, mais tu sens que ce truc-là, le clan Nurmagomedov, il l'a tellement étudié. Ils ont dit, OK, on n'arrivait pas à prendre single leg. Et en fait, si tu regardes bien, tout ce qui fait la force de Khabib 2, 3, 4 combats plus tard, c'est-à-dire aller chercher la ceinture, mettre le genou entre les jambes et travailler sur soit crochetage, soit hanché, soit rotation, ce n'est pas en place. Là. Il le fait moins. Ouais. Parce qu'il est moins à l'aise. Il sait le faire, hein, mais il a un mec très puissant en face. Il maîtrise moins la ceinture qu'auparavant. Et je pense que Gleison Tibau a permis à Khabib d'atteindre ce niveau-là parce qu'il a dû se poser 1 milliard de questions derrière. Parce qu'il le sait, hein, au bout d'un moment, il se dit... Quoi qu'il arrive, il se dit peut-être pas j'ai perdu, mais il se dit j'ai merdé. J'ai pas du tout dominé ce combat, j'ai raté, j'ai pas réussi à faire tomber. Et je pense que ce combat-là l'a fait progresser et a changé sa vie. Moi, je suis persuadé, regardez ce combat, si Khabib n'est pas aussi ballotté, il n'est pas aussi fort après, je pense, par la suite. C'est hyper intéressant qu'on analyse, parce que mais t'as raison, ça a dû changer énormément de choses. Tu parlais de ces balayages ou crochetages. D'ailleurs, c'est là où il est le plus proche de le faire tomber. En fin de round, il le fait tomber il met un genou à terre. C'est presque un truc de Muay Thai un peu qui fait. Thibaut met un genou à terre puis il se relève tout de suite. Cyril Gane a fait une projection comme ça contre Derek Lewis. Mais il est pas loin. Mais c'est le moment où il sera le plus proche du combat. Tu vois, il est pas du tout à l'aise avec la ceinture et tout. Ce qui a fait sa force. Quelques années après, il est pas à l'aise du tout. Tu parlais des single legs, c'est terrible. Ouais. Quand il a le single leg à chaque fois, il peut rien faire. Non. L'autre, c'est un rock absolu. Et puis il défend très bien. Thibaut défend à la perfection. C'est pas seulement il y a une notion physique. Mais je trouve que sa défense techniquement est belle. Oui, évidemment. C'était vraiment l'époque en plus où ATT, ils excellaient à ce niveau-là. T'as vu, quand on avait fait avec Julien Casier, pardon, je ne sais pas pourquoi j'allais dire son nom Instagram, j'étais partiellement d'accord, même s'il avait raison. Et Titi a gâché beaucoup d'athlètes parce qu'en fait, ils sont trop nombreux et Mike Brown ne peut pas s'occuper de tout le monde. J'aime bien Papa Rumpa, mais je ne pense pas que ce soit un vrai coach de MMA. Quand je dis coach, je parle sur le tapis. En coaching, il est très fort et c'est peut-être le mec qui a fait le plus de combats à l'UFC en coaching. Mais je pense que c'est pas un coach sur le tapis de MMA, c'est un coach de jiu-jitsu brésilien. Et je pense qu'ils ont gâché des athlètes, mais pas à cette époque. À cette époque, ils sont en plus, il y a beaucoup de Brésiliens à cette époque-là, ils se parlent entre eux. On est vraiment sur la force absolue de ATT, c'est cette époque-là. Et ouais, il défend parfaitement. Ah, très bien. Et il défend ses phases de lutte et de tentatives de takedown de Khabib, mais je trouve qu'il défend bien l'anglaise aussi. D'ailleurs, le round se finit sur un gros crochet large de Khabib qui est esquivé par Tibau. C'est ça. Donc, dans ces critères-là de défense... Je ne lui donne pas parce que je le trouve passif. La même défense avec des changements de rythme, je te dis, Alex, il n'y a pas photo. Ouais, tu lui donnes. Donc, round 1, qu'est-ce qu'on dit? Round 1, Aldric, on a notre marteau. Gleison Tibau, 19. Khabib Nurmagomedov, 19. Très
Très bien. On passe au round 2, monsieur Cassata. Round 2. Alors, à l'intervalle, d'ailleurs, toujours, c'est marrant de noter ce qu'ils se disent dans les coins. Le coin de Thibaut, il dit, entre round 1 et round 2, il fait beaucoup d'erreurs. Donc, en parlant de Rabib, il touche pas sur ses frappes, mais tu dois revenir avec des jabs derrière, donc être proactif plutôt que juste esquiver. Faut envoyer des crosses parce que quand tu le fais, il s'attend à un jab, donc tu vas le surprendre. Et il a surtout, la phrase qui est intéressante, je trouve, il a mis beaucoup d'énergie et de puissance dans ce round. Il va être beaucoup moins puissant dans les rounds d'après. Donc, ils sentent que c'est vrai qu'il s'est fatigué, hein, Rabib, sur le premier. Mais par contre, il va pas baisser tant que ça sur les 3 d'après. Physiquement, c'est là-dessus. Tu sais, ce schéma dagestanais, il arrive en 2012. Il arrive un peu plus tard aux IMAF. Il arrive en 2017, 2018. Tu vois, ils sortent de Las Vegas, ils arrivent à Bahreïn, et c'est là qu'on les voit arriver. Et moi, ça a été vraiment. Des fois, il y en a qui disent « Ouais, tu les aimes pas. » Arrêtez, les gars, ce sont des modèles pour moi. Je veux dire, ce qui a fait ma force de coach, c'est m'intéresser à leur jeu avant tout le monde. Grâce à Bertrand Amoussou et à la CFMMA, j'ai eu la chance de les étudier en vrai tout de suite. Et du coup, ça m'a donné un temps d'avance hyper important dans mon... Donc, bien sûr que je les adore et que je les aime beaucoup et que ces mecs-là ont changé le monde du MMA. Mais sauf qu'il faut appeler un chat un chat. Quand je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Et quand ils sont battus, c'est tout. Quand il y a plus fort, il y a plus fort. Mais ce sont des modèles. C'est des mecs c'est des game changers, ces mecs-là. Ils sont arrivés avec ce style qui a révolutionné le game. Mais quand ça passe pas, c'est tout. Et eux-mêmes, ils l'ont amélioré, leur style. Je te dis, regarde le style de Khabib à cette époque, quand cash control, il est beaucoup moins... Tout ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui avec le genou au milieu et la ceinture, ça n'existe pas. C'est pas encore hyper drillé de leur part et c'est pas encore hyper effectif, tu vois. C'est marrant parce que tu vas voir justement une évolution de Rabib et toute sa team derrière lui. Ouais. On entame ce round 2. D'ailleurs, le premier commentaire qu'ils font, les commentateurs US au début du round 2, ça va aller avec ce que je disais moi. Et c'est là que tu vois que la défense, ils avaient conscience quand même que la défense rentrait en compte dans les jugements. Parce que la première phrase des commentateurs, c'est Thibaut, sa takedown défense et ses mouvements de tête étaient outstanding, étaient absolument fabuleux dans le premier round. Donc tu vois, ils le prennent en compte même dans leurs commentaires à l'époque. La défense compte dans ce sport-là. Franchement, j'aimerais bien que la défense compte, Aldric. Quand j'ai revu ça avec cet œil-là, ça m'intéresserait. Pas en premier critère, mais que ça vienne dans des critères, tu vois. En vrai, parce que l'effectif striking, comme grappling, le fait d'être effectif, c'est aussi de savoir défendre ce qu'on te propose. Mais tu sais... vous avez compris que j'avais pensé beaucoup de bien de mon séjour au Canada et Firas, il le valorise beaucoup, lui, dans sa méthode de coaching. C'est-à-dire que la défense, et de temps en temps, tu vois, on est trop amené par la vague de ce sport et du coup, tu t'intéresses à l'offensive, et la palette, elle est tellement large. La défense, c'est aussi important. Et moi, j'ai pris beaucoup d'enseignements sur ça. Après, tu vois, en boxe, tu sais que ça compte la défense. Vraiment, j'aimerais bien que ça revienne dans les critères. Après, je refais un petit truc sur ton coaching, sur ton rapport des coachs. Ils ont pas tort quand même, Titi, parce que il fait 8 tentatives de takedown dans le premier, avec un volume global d'une 30aine de coups. Ce volume global, il reste au deuxième round, une 30aine de coups. Je vais redonner les chiffres, mais il n'y a plus que 4 takedowns. Tu vois, donc il baisse un peu quand même. Quand même un petit peu. Ça baisse un peu en volume. Et d'ailleurs, je te tease un peu, mais ce que le coin de Rabib lui dit avant le troisième round, tu vois qu'ils ont compris que, vas-y, ça sert plus à rien en fait. Il va te défendre tout l'autre, c'est un but. Il n'a pas les armes ce soir-là, par rapport à la différence de poids et à la connaissance technique, il n'a pas les armes. Il faut trouver un autre chemin en fait. Donc on entame ce deuxième round et c'est la première minute, il n'y a strictement rien. Non, mais c'est pas. Il s'envoie 2-3 petits coups, ça esquive, enfin, il n'y a rien du tout. Tu veux les chiffres? Vas-y, donne-moi les chiffres de coups. Chiffres de UFC Stats 37 coups envoyés pour Gleison, 12 retenus. Et 39 coups envoyés pour Khabib, 14 retenus. Ça, c'est le total striking. Sur les frappes significatives, ils en ont retenu que 31 sur les 37 de Gleison et 33 sur les 39 de Khabib. Et sur ces 31 et 33, il y en a 9 et 9. Donc, égalité exacte sur le nombre de coups. Le nombre de coups. Et ben là... franchement, en vrai, ils sont généreux. Ouais. Pareil, hein, ils sont généreux sur les stats. Tu vois qui devant toi sur les frappes? On s'intéresse que au striking. Sur les frappes, Thibaut. Ouais. Parce que celui-là, là, il va toucher fort. Voilà, là, exactement. Parce que la première minute, je te dis, il n'y a pas grand-chose. Il y a des petits kicks bras arrière de Rabib, ça touche pas du tout. Et à un moment, ça va assez vite, puisque je l'ai noté assez vite dans mon rapport de round. C'est après le high kick de Thibaut bloqué, tu as une gauche en contre. Elle rentre. Là, il fait mal. Elle rentre bien. Ouais. C'est le coup qui touche le plus du round. Il met 2 frappes vraiment fortes, Gleison, dans le round. Il y a du dégât. Oui. Là, il y a du dégât. Oui. Même si, au niveau du faciès, il est plus touché. Mais bon, à l'époque, ça rentre moins en considération. Hein. Le dégât du visage, tu sais. Non, mais tu sais, regarde, tu sais, c'est quoi la définition à l'époque? Parce que maintenant, il y a le dégât et tout. La définition, elle est très drôle à l'époque.
L'effective striking, c'est jugé en déterminant le nombre de coups légaux qui ont touché. Donc carrément, tu vas faire rentrer les stats. Ouais. Ce qui est compliqué, parce qu'on l'a dit, les stats, c'est des fois, tu peux te planter. Là, le 9-9, il est généreux. Donc, jugé en déterminant le nombre de coups légaux qui ont touché par un des combattants. Et là, c'est hyper flou, quoi. Et la signification de ces coups légaux. The significance of such legal strikes. Gars, tu nages. Hein. Tu nages dans le flou. Hein. Ça veut rien dire et tout dire. Il fallait 3 Matt Lesguy dans le jeu à l'époque. Ça veut rien dire. Ouais, mais comme tu dis, c'est un sport jeune en 2012. Ouais, bah oui. C'est... En gros, regardez ça et dites-vous qui a touché le mieux, quoi. Tu vois, C'est pour ça que je te dis, avec mon interprétation, mais qui est un peu faussée quand même, Alex, parce qu'aujourd'hui, on a l'expérience. Moi, ça fait 25 ans que je suis là-dedans. Mais est-ce qu'en 2012, j'aurais pensé pareil? Mais là, je vois un round vraiment égalité. Je suis assez d'accord avec le 9-9, même si ce ne serait pas un 9-9, pour moi, ce serait peut-être un 5-5. Mais je suis assez d'accord. J'étends un petit peu les chiffres, comme ça, vous comprenez pourquoi je vais donner ce round à Gleison. 0 sur 2 en takedown pour Gleison, 0 sur 4 en takedown pour Khabib. Et au niveau du temps de contrôle, toujours pareil, avec un cage control hyper stérile, 1 minute 18 pour Khabib et 10 secondes pour Gleison. Ouais, parce que Gleison, pour le coup, Khabib défend bien aussi ses tentatives de takedown. Ouais. Gleison Thibault n'arrive pas à mettre le russe au sol. Donc là, concrètement, qu'est-ce qu'on a? Pour moi, il n'y a pas d'égalité sur le striking. Aldrich, tu lis ce que j'ai écrit. Combien de fois je mets bras arrière Khabib ou coup Khabib, mais ne touche pas. Ouais. Je dois le répéter 10 fois dans mon truc. Parce qu'en vrai, Alex, si je pense la même chose que... Là, regarde, au premier, j'ai dit quoi? J'ai dit égalité sur le striking. Je valorise quand même l'agressivité de Khabib et ça a 1 minute 30 de cage control. Et en fait, là, si tu lis les chiffres, tu peux dire, mais Aldrich, pourquoi tu ne penses pas la même chose? Parce que, ok, il y a toujours une minute 30, il y a toujours 1 minute 10 de cage control pour Khabib, mais pour moi, il gagne pas. Là, il n'y a pas égalité en striking. Là, je suis désolé. Autant même, au premier, s'il y a à départager, je mets Khabib, parce que je trouve que Gleison a contré, mais moins fort. Là, les dégâts, c'est Gleison Thibault. Au niveau des stats, c'est à peu près égalité. Je ne vais pas chercher plus loin. Pour les 2 contres qu'il met, je crois qu'il y en a un, c'est un crochet, et l'autre, c'est une droite en ligne, je crois, Gleison en contre. Ouais. Gleison Thibault. Et c'est sur une esquive avec contre. Enfin, moi, je suis d'accord avec ça. Ça revient devant. Hyper sur round pour moi. Il y a notamment Khabib, il y a 2 uppercuts, il y en a un peu court et un assez large qui passe vraiment loin, quoi. Tu vois, il est pas précis du tout sur ses phases de striking. Il envoie des coups, il essaie de mettre du volume, mais ça touche rien du tout. Non. Pour moi, c'est le premier round qu'il perd dans sa carrière. C'est pas vraiment un takedown, mais tu sais, t'as vu, il l'envoie un peu au sol juste sur sa puissance. Khabib se relève tout de suite, mais vraiment que ce soir-là, il y a au moins 7-8 kilos d'écart. Ouais, non, c'est sûr. Peut-être que les Deep Hand, ils étaient peut-être gentils, en fait. Je pense qu'il y a 7-8 kilos d'écart ce soir-là. C'est même contre la cage, à un moment, tu cherches le coup, Thibault, mais tu sens qu'il peut rien faire, en fait. Il peut rien faire. Il n'a pas encore développé, t'as raison, il n'a pas ses skills, la finesse technique pour sortir de ça. Et là, juste sur la puissance et l'autre étant un bon technicien défensivement, c'est battu. Tu peux rien faire. C'est pour ça que je te dis, à la fin de ce deuxième, effectivement, tu vas le venir plus précis. Ils lui disent presque de lâcher l'affaire, son coin. Et à la fin, il y a un coup de genou sauté aussi tenté par Khabib qui touche pas non plus. Et il touche avec une petite dernière frappe. Mais tu sens qu'il commence à se dire il faut que je trouve d'autres solutions, en fait. Et donc, je tease un petit peu, mais pour moi, Gleison Thibault mérite sa petite marche au rang des mecs qui ont volé un round de Khabib à côté de Conor McGregor et Justin Gage. Pour moi, c'est le premier à voler un round. Oui, donc pour toi, il faut l'acter. Jugement du round 2, Aldrich. Gleison Thibault, donc ça nous fait quoi? 19, donc. Ouais, 19, donc on est à égalité parfaite, on est à 19-19. Ok, Gleison Thibault, 19, donc 20-18 pour Gleison Thibault. On passe au round 3. Pour moi, il a déjà volé 2 rounds à Khabib sur ce coup-là. Mais comme je t'ai dit, le premier, je suis beaucoup moins sûr. Le 2 pour moi, il y est et j'ai pas de souci. Donc, les coins. Je te laisse parler d'un tes rounds et après je te redonne les coins. chiffres. Le coin de Thibault, il dit juste continue d'avancer, il va reculer, continue d'envoyer ton cross, tu vas gagner ce round 3. Mais en fait, il reste assez basique. Le coaching de ATT, il est pas dénué de bon sens parce qu'il fait un bon combat, Thibault. Il faut plus l'engueuler, lui, je trouve, sur son rythme parce que tu sais, il y a des signes. Il n'a pas la bouche spécialement ouverte à la fin de ses efforts, ni à la fin du round. Pareil, tu vois pas un ventre qui bouge beaucoup. Donc ça, ce sont des signes qui sont proches de pulse max. Et donc, tu vois quand même qu'il est pépère, Gleison. Et c'est ça, pour moi, qui me gêne. Pour moi, tu peux pas arriver à un combat. Bon, lui, il sait pas qui l'affronte. Il pense qu'ils lui ont fait un cadeau, l'UFC, qu'ils mettent un petit jeune. Et je trouve qu'il en fait quand même pas assez. Même si je lui donne ce deuxième. Non, je vois, je peux suivre. Il est pas fatigué à la fin des rounds.
et avec tous les produits qu'il doit prendre, allez, soyons un peu insultants, c'est pas grave. Moi, j'en suis persuadé. Vous savez très bien que je me cache devant personne. Si je suis pas d'accord, je le dis, et que ce soit n'importe qui. Je pense qu'avec tout ce qu'il prend, il a vraiment les capacités d'accélérer plus que ça. Non, mais t'as quand même cette impression qu'il se dit, en fait, je vais le gagner assez tranquille, ce combat. Easy job. J'ai pas trop de danger en face, en vrai. Et c'est ça qui me pose un problème. Et donc, le coin de Khabib, par contre, ils lui disent, Khabib, low kick, puis bras arrière en ligne. Tu vois, ils ont plus, il y a plus de trucs Ce sont des consignes qui portent sur le striking. Voilà, il y a plus de va essayer de le takedown, tu y arriveras pas. Il te l'a montré, donc va falloir que tu le touches. Tu lui fasses mal. D'ailleurs, il va finir le combat, Gleison Tibau, avec un peu de sang, un peu d'ouverture. Donc il a été touché. Mais pour moi, le sang veut pas dire Khabib, il a jamais saigné. Donc je pense qu'il de toute façon, il a une tête, il est pas fait pour ça, même s'il a pas pris beaucoup de coups. Mais on rentre dans ce troisième round. Ouais. Parce que toi, il va déterminer le vainqueur du combat. Moi, vous avez compris que si Khabib met pas un 18, on est mal barré pour qu'il gagne ce combat-là. Toujours un début de combat. C'est un peu pareil les débuts des 3 rounds, en fait. Très attentif. Tiens, donne-moi les stats d'abord. Comme allez, ça, stats. 41 frappes pour Gleison, 45 frappes pour Khabib, 19 retenues pour Gleison, 11 pour Khabib. Sur ces 19 retenues, alors là, on passe sur les frappes maintenant effectives, donc les frappes qui ont généré, soi-disant, du dommage. 9 sur 29 pour Gleison, 8 sur 41 pour Khabib. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 45 frappes de Khabib, ils en ont retenu 41 avec de mauvaises intentions qui touchent. Mais je trouve que ça résume. Le chiffre que tu viens de dire, je sais pas s'il est vrai exactement, mais il résume totalement le troisième round. Je suis assez d'accord avec la deuxième moitié du vide, troisième round, il fait ce qu'ils appellent aux États-Unis des haymakers, quoi. C'est-à-dire qu'il sent qu'il doit toucher très fort pour essayer de faire basculer le combat. Donc il balance des énormes coups que Tibau esquive quand même assez facilement, qui touche pas du tout, et ça se reflète dans les stats. Avec très mauvaises intentions, mais loin de toucher. Et Tibau, il contre. Pas souvent. Mais il contre. En fait, ce qui est compliqué dans ce round, c'est que c'est un peu un no-match round, quoi. Il se passe pas grand-chose. Gleison, il fait rien. Il touche aussi, mais allez. Là-dessus, je suis assez d'accord. Khabib, lui, il écoute son coin. Il tente qu'un seul takedown qui rate. Gleison, il en réussit un sur 3. Oui, tout à fait. Ça, c'était aussi un point très intéressant. Important. Déjà, point intéressant aussi, au début du round, les commentateurs, ils disent quand même, ça montre ce que eux, à l'époque, pensent être en train de voir. Je cite 2 points. Tibau, à ce point de sa carrière, seems the better fighter, à l'ère du meilleur combattant des deux. Donc tu vois, ils sont en train de voir une victoire de Gleison Tibau. Alors, je suis assez commentateurs américains. Moi, je suis partagé. C'est vrai que ça touche rien. Je te finis juste un truc. 1:30 de top position pour Khabib, 8 secondes de Tibau. Donc là, pareil, 8 secondes de temps de contrôle. Il ne stabilise pas son takedown. Donc, je suis un peu... Non, il essaie d'avoir le dos, mais il le perd tout de suite. Je suis un peu circonspect sur le Khabib se relève. Par contre... takedown. Est-ce que tu le comptes un takedown ou que tu ne gardes pas le mec? Bah si. Ouais, les règles. Oui. Dans la règle qui est en place à ce moment-là, effective grappling, donc, faut le compter. Jugé en considérant le nombre d'exécutions avec succès d'un takedown légal. C'est pas ce que t'en as fait. Il a fait un takedown plus 1 dans la colonne pour Gleison Tibau. C'est dur, hein, ces règles-là de l'époque. Elles sont dures sur ça, mais sinon, t'as raison, il se passe quand même pas grand-chose. J'ai noté un leg kick qui est checké par Tibau. Ouais. Parce que à l'époque, c'était quand même assez rare, les mecs qui checkent bien les mecs. Il écoute son coin, Khabib, il tente les low kick et tout, quand même. Ouais, tu as totalement raison. Donc, il y a ce takedown, il est dans le dos, il en fait rien, mais le takedown est compté. Des petits genoux de Khabib, j'ai noté contre la cage, comme il y en a d'ailleurs pendant les 3 rounds. Il y en a un peu de Tibau, un peu de lui, mais rien de significatif. Yamazaki qui donne un avertissement verbal à Khabib parce qu'il accroche la cage quand il est dans des séquences de cage control et qu'il essaie de l'amener au sol. De toute façon, ça aura vraiment jamais marché, ces amener au sol. J'ai noté une petite gauche qui touche un peu de Khabib, mais encore un contre. Moi, il y a un gros contre quand même à un moment qui passe. Alors, dans les séquences de fin de round. Là, il y a un truc, c'est là qu'il cut Tibau. Sur ce round-là. Ouais. Pareil, je te dis la vérité, là, je vais être très honnête avec tout le monde. Sur les 5 fois que je regarde, mon avis, il change 3 fois. Okay. Alors mais vraiment, je suis honnête. Le premier, je me dis, vas-y, mais en fait, c'est un 10-10, c'est un draw, il se passe rien, ils foutent rien. Ni l'un ni l'autre. Khabib met un peu plus de volume. Gleison met un takedown. Je me dis, mais en fait... c'est pas le fight of the year, tu vois. Donc, je me dis, vas-y, en fait, c'est 10-10, le 10e. Mais après, je me dis, vas-y, regarde-le, et ça n'existe pas. Enlève-toi le 10-10 de la tête, à cette époque, il n'y en a quasiment pas. Mais tu vois, puisque j'ai regardé le play-by-play Sherdog, comme dans les médias qui ont été préparés à ma décision, il y avait les 3 mecs de Sherdog.
C'est un des mecs de Sherdog qui donne 30-28, donc c'est celui-là. Je pensais que c'était le premier, mais je les avais notés en fait dans mes notes. C'est celui-là que Jordan Breen de Sherdog, il donne 10-10, le 3. Mais honnêtement, c'est pas loin d'être mon avis, Alex, en fait. Moi, je te redonnerai mon avis à la fin, mais en fait, ce round-là, Khabib légèrement devant sur le volume. Gleison qui fout pas grand-chose. Il se fait couper, en plus, Gleison. Il tente le takedown, mais il stabilise pas, alors même s'il faut le garder. Et c'est pour ça que je me dis, allez, 10-10, c'est pas... T'as Gleison qui fait un takedown et tu viens de me confirmer que ça comptait à ce moment-là, et Khabib qui met un peu plus de mauvaises intentions dans les frappes, même s'il touche pas. 10-10, ça me paraît... On rappelle que le striking est au-dessus du grappling. C'est ça. Sur ça. Donc, en fait, moi, je le fais basculer sur la fin. La fin du round, la dernière minute, donc c'est beaucoup de haymakers de Khabib qui tentent le tout pour le tout. D'ailleurs, les commentateurs très intéressants aussi, qui disent, parce que ça va avec ce qu'on voit là sur cette fin de round, qui disent le coin de Khabib is getting urgent. Tu vois, ils sont dans l'urgence, ils le sentent. Il dit, oui, both, puisqu'ils sont deux commentateurs, on pense tous les deux qu'il va perdre par décision si rien ne change dans les 50 dernières secondes. Et ils disent, ça va être, et ça rejoint ce que tu avais dit tout à l'heure, c'est marrant, ils avaient déjà cette vision-là que tu as avec le recul. Ce sera une très bonne leçon pour la suite de la carrière de Khabib. Donc les commentateurs sont dans l'expectative, il va perdre et il va en retirer beaucoup de bien parce que tu vois, il a été bloqué par un mec en fait. Son jeu je a pense été qu'il bloqué. a corrigé beaucoup de choses après ce jeu. Après, c'est vrai que le troisième est pas fou. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que Gleison, il fait rien non plus. Quoi. Non, bah moi, je vois en fait, c'est 3 contres dans la dernière minute sur les grands haymakers de Khabib où il compte bien à chaque fois après une esquive. Il y en a 2 notamment vraiment sur la fin. Il y a un bon genou aussi sur un shoot, sur le dernier shoot de Khabib. Il y a un bon genou qui touche bien de Thibaut. Après, c'est la fin avec Khabib qui court sur lui et il le touche encore une ou deux fois en reculant Thibaut. Ça me fait basculer, moi. Ça me fait basculer pour Thibaut. Bon, allez, moi, je vais donner 10-10. Allez. Ouais, c'est intéressant de pouvoir. 10-10. 10-10, 19, Gleison Thibaut. Aldric, il est l'heure. On remet les perruques et on donne le jugement définitif de ce combat. Gleison Thibaut, Khabib Nurmagomedov. Magnéto, Serge. Aldric, c'est bon. Rappelle-moi qu'il faut remercier pour ça. C'est Maxime. Maxime. Il ressemble. C'est vrai que c'est pas très juste. C'est Super Saiyan. Il y a un peu de Sangoku pour ceux qu'on la rêve. C'est vrai que je kiffe vraiment Herbie pour faire un truc comme ça. C'est spécial. Vous savez comment je le kiffe. Et vous aurez droit, merci Monsieur Cassata, vous aurez droit à chacun. On a rejugé avec, juste pour le jugement final. Aldric, ton jugement final. Gleison Thibaut, Khabib Nurmagomedov, 7 juillet 2012. Si on suit mon scoring, ça fait un draw, Alex. Draw, 20. Ça fait un draw. 29. Ouais, c'est quoi, ça fait 29-29 29-29. Ouais, c'est ça. 29-29. Tu peux taper. Juge Cassata a parlé. Ouais, je pense que c'est un combat intéressant qui a fait vraiment. Peut-être que Khabib, il aurait la même légende avant de valider mon jugement, mais je pense vraiment que ça lui a fait gagner du temps. Et d'ailleurs, tu vois un truc quand même de la part d'Ali Abdelaziz. Ça, je veux juste y revenir 2 secondes après Herbie, on fait le truc. Je vais juste le partager avec des faits. Je te demande 2 secondes, je prends juste la page. Mais tu vas voir que c'est... Je pense que Ali, il voit la même chose que nous à cette époque-là. Voilà, j'y suis. Ils se sont peut-être rendus compte qu'ils sont allés trop vite, Alex. Tu vois, si je regarde la topologie de cette époque, donc on y est. Il arrive à l'UFC, donc il prend tout et n'importe quoi et il se dit c'est bon, je défonce tout le monde. Chalorus, ça se passe bien, il l'étrangle au 3e. Gleison Thibaut, c'est plus dur. Et là, derrière, on se rend compte de quoi ? D'ailleurs, il va faire je crois qu'il va dépasser le poids contre Abel Trujillo aussi. Et là, on se rend compte que ça descend quand même. Même si il y a Rafael Dos Anjos après, il y a quand même Patelli qui est fort, hein, mais qui est pas du même. Non, tu veux dire, il prend plus son temps. Ouais. Peut-être qu'ils se sont rendus compte d'un truc. Que ce soit Abel Trujillo qui est 59e. Alors Thiago Tavares est très bien classé quand même à l'époque aussi, mais c'est quand même pas le même niveau que Gleison Thibaut. C'est cool, t'as la nouvelle fonction de topologie qui permet de suivre le classement des mecs à chaque fois à l'époque. Et elle est cool. Et du coup, tu vois, Abel Trujillo, on redescend très bas. Patelli n'est pas classé à cette époque. Et derrière, après, ils repartent sur Dos Anjos, mais il s'est passé quand même presque 1 an et demi, tu vois. Donc, ils ont compris que peut-être que c'était un peu trop vite. Pareil, derrière Dos Anjos, Darrell Orcher n'est même pas classé. Donc, ils se sont rendus compte aussi contre Dos Anjos que c'était pas qu'il fallait prendre son temps. Et je pense que ce combat a été très riche. De Dos Anjos, c'est pas le dernier avant ses blessures de 2 ans. Là. C'est les 2 ans, donc c'est aussi normal de revenir après avec un petit truc un peu plus. Mais je pense vraiment que. Après, Dos Anjos, il peut mériter d'être déjà dans les contenders, normalement. Mais ils se sont rendus compte que c'était pas si facile. Donc, verdict, draw. 29-29. Donc, tu fais garder son 0 à Khabib Nurmagomedov. Ouais, parce que je trouve que Gleison n'en fait pas forcément assez quand même.
Le jugement, M. Herbinet, 30-27, Gleison Thibault. J'aurais pu faire 29-28 si je donne le premier, mais non, je persiste dans ce que j'ai dit par rapport aux critères de l'époque. Il est dur. 30-27, Gleison Thibault et Rabin Nurmagomedov n'auraient pas dû finir sa carrière invaincu. Voilà, monsieur Cassata. T'as vu qu'on devait faire ça en 2 minutes et t'as rajouté 2 minutes pour... Je sais, histoire de que les gens puissent te voir avec ta perruque, je te connais. Merci Aldric, on reviendra avec nos perruques pour un prochain On a rejugé, c'est une série maintenant qu'on fait tous les mois. Jones Reyes, beaucoup de gens nous le demandaient, c'est obligé que ce soit le prochain, on a une liste déjà comme ça de combats à rejuger, mais celui-là, il est important, pareil pour la legacy finalement de John Jones, ce qui s'est passé. Donc on reviendra avec ça. Notre série Matchmaker avec les moins de 77, c'est bientôt aussi, la semaine prochaine, Vincent Dutili, et je vous l'ai promis, bientôt aussi, on commence notre top 50 de l'histoire du MMA. Jab Culture continue avec toutes ces séries. Merci monsieur Cassata, juge Cassata, et à très vite, à lundi pour Aldric Anerbi et le débrief de l'énorme UFC 322. Allez Benoît, il va le faire contre Benel. Ciao, salut à tous, et à très vite sur Jab Live.